tous et à toutes. Merci d'être venus à ce webinaire et je vois quand même que vous êtes relativement nombreux. Je vous remercie chaleureusement parce qu'il y a énormément de webinaires en ce moment et particulièrement aujourd'hui et à cette heure. Donc merci vraiment d'être venus. Je sais que c'est pas évident. Donc en tout cas, vous avez eu raison d'être venus à ce webinaire avec nous parce que nous ferons de notre mieux pour vous donner du contenu de qualité et voilà, vous en aurez entre guillemets pour votre argent. Je rappelle le thème très rapidement, même si vous le connaissez aussi bien que moi. Donc, c'est réconcilier la maintenance avec l'industrie 4.0. Et en fait, en d'autres termes, on va partager avec vous les bonnes pratiques qui permettront d'accélérer l'appropriation des technologies 4.0 par l'industrie. Alors, on aurait pu passer par plein de canaux, comme l'IA qui est très à la mode. Mais en fait, on va passer par l'IoT. Et pourquoi? Parce que c'est aussi mon domaine. Donc, je vais en profiter aussi pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Guénaëlle Blanchet. Donc, je suis organisatrice de ce webinaire et également CEO et fondatrice de New Business IoT. Donc, New Business IoT, en fait, c'est une société de conseil et j'insiste, d'accompagnement des entreprises à la transformation digitale via le prisme de l'IoT. Donc, il y a beaucoup de services qu'on propose, mais en ce moment, nous sommes focalisés sur la formation, la diffusion de contenu, voilà, en ce moment. Et donc, c'est pour ça que voilà, il y a une série de webinaires qui sont organisés sur différents sujets. Voilà, j'ai terminé pour ma petite page de publicité. Je suis accompagnée donc de deux personnes qui ont eu la gentillesse de participer à cet événement. Et donc voilà, je préfère leur laisser la parole et je vais commencer par toi, Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue. Bonjour Noël, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandre ou Aleksandar Maksimovic, Aleksandar Maksimovic officiellement. Je suis le responsable technique des activités de maintenance d'Actemium. Actemium qui est la marque de Vinci Énergie qui est dédiée à l'industrie et au process industriel. Alors j'interviens en tant que support des 400 entreprises du réseau qui sont implantées dans 41 pays pour faciliter le partage de connaissances et des offres en interne, pour faciliter aussi l'appropriation de certaines méthodologies comme le Lean Management en maintenance, qui est très important, et des nouvelles technologies comme celles issues du 4.0. Et puis, évidemment, pour développer l'activité maintenance d'Actemium, qui représente aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires. Alors, attends, apparemment, on me dit que Alexandre, qu'on t'entend pas très bien. D'accord. Bon, ouais, si tu peux juste parler un tout petit peu plus fort. Je sais que c'est pas évident, tu as un petit tout. Bon, on va faire de notre... Je vais rapprocher le micro. Voilà. Ça ira mieux. Oui. Alors, voilà, nous avons une autre personne avec nous. Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Guénaëlle, merci aussi à Aleksandar de prendre son temps aujourd'hui. Quelques mots sur moi. Donc, je suis Olivier Guillon, je suis rédacteur en chef de la revue Production Maintenance depuis maintenant 10 ans cette année. Donc, c'est une revue trimestrielle qui traite de maintenance industrielle, de technologie, de management et de prévention des risques, qui a été créée en collaboration avec l'Association française des responsables de maintenance, donc l'AFIM, il y a déjà une quinzaine d'années. Depuis 2 ans, j'anime également et j'organise les conférences de la maintenance sur les salons CPEM, qui sont donc des salons en région portant sur la production et la maintenance. Donc tout à fait dans les thèmes. Un petit mot sur le sujet d'aujourd'hui, l'industrie 4.0, enfin l'industrie du futur et la maintenance 4.0 également. Moi, ce que j'ai pu constater depuis 10 ans, c'est que ce thème est tout nouveau. Il est parti. Il était, peu connu auparavant. Il y a une grande période de, on va dire, démocratisation du terme. Aujourd'hui, l'industrie du futur et la maintenance, donc des nouvelles technologies qui vont toucher la maintenance, sont connues de tous. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la mise en œuvre qui manque et les responsables de maintenance, les services de maintenance ont du mal aujourd'hui à savoir par quel bout prendre l'industrie 4.0. Donc, et intégrer ces technologies dans leurs propres services. Donc,
voilà, le but évidemment étant d'atteindre le Graal, hein, si je puis dire, c'est-à-dire la maintenance prévisionnelle, ou en anglais predictive maintenance, c'est-à-dire tout ce qui va être surveillance en temps réel de l'équipement et trouver les moyens d'intervenir avant la panne, donc au bon moment. Évidemment, ça sous-entend de bien identifier ses besoins, de détecter aussi des équipements critiques, hein, ne pas digitaliser la maintenance pour digitaliser, mais vraiment dans cet objectif d'optimisation des interventions de maintenance. Et c'est de ça précisément que va nous parler Alexandre, à qui je laisse la parole. Alors, je vais être impoli juste quelques secondes, mais c'est pour la bonne cause. Vous aurez la possibilité, voilà, tous les participants, vous aurez la possibilité de poser des questions pendant le webinaire. Donc, en dessous, voilà, vous avez une section Q et R. Alors, les gens qui ont la version anglaise, c'est Q&R. Voilà, vous pourrez poser vos questions à tout moment et on les prendra à la fin. Voilà. Alors, Alexandre, je te laisse la place. Donc, petite question, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, oui. Oui. D'accord. Oui, je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Merci à ceux qui ont levé la main. J'ai essayé de rapprocher mon micro aussi pour avoir un meilleur son. Donc, petite présentation aujourd'hui sur réconcilier la maintenance avec l'industrie 4.0. Cette présentation se compose en deux parties. Une première partie qui est un partage de retours d'expérience et de bonnes pratiques pour initier et gérer des projets 4.0. Et puis une deuxième partie qui sont des exemples de réalisation de projets IoT en industrie pour vous montrer quelles sont aujourd'hui les spécifications et les cahiers des charges de nos clients. Je vais commencer la première partie par une anecdote que j'ai vécue. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la marque Actemium, j'ai été amené à intervenir régulièrement dans des réunions internes sur toutes ces technologies 4.0. Et donc, j'utilisais le vocabulaire de ces technologies, et notamment, puisque c'est le fil directeur de notre conférence, le terme IoT. Et je voyais bien qu'en face de moi, ce terme ne prenait pas vraiment, et que les discussions ne s'engageaient pas. Donc, j'ai essayé, ça m'embêtait évidemment, j'ai essayé tout un tas de techniques jusqu'au jour où j'ai traduit ce terme en français. Et là, d'un seul coup, tous mes collègues m'ont expliqué qu'ils connaissaient parfaitement bien cette notion d'IoT et qu'ils avaient déjà réalisé de nombreux projets concernant cette technologie. Alors, essayer de vous deviner en fait quelle est la meilleure traduction en français que j'ai utilisée pour le terme IoT, et j'ai ajouté quelques autres termes comme AI ou API qui sont issus des technologies du 4.0. Et Genaël va nous lancer un petit quiz qui va vous permettre de répondre à ces différentes questions. Alors, juste avant, je voudrais savoir, parce que moi, de mon côté, je vois quelques petites coupures au niveau de la vidéo. Voilà, je voulais savoir si vous voyez bien, est-ce que certains peuvent lever la main? Moi, je vois bien. Ah, bon, ok, très bien. Ok, bah, très bien, bon, tout va bien. Très bien, donc je vais lancer le sondage. Alors, quelle serait la traduction française de IoT, Internet of Things? Alors, objet connecté sans fil, Internet des objets ou objet connecté intelligent. Et puis, dès que les réponses se stabilisent, Genaël va nous afficher le retour. Ah, je vois que ça bouge encore. Les résultats. Alors, j'attends encore un petit peu pour les... Voilà, ça se stabilise. Je mets fin au vote. Alors, voilà les résultats. Très bien.
Donc, une majorité d'entre vous a voté pour Internet des objets. Alors, en C'est fait, une bonne nouvelle. oui, mais pour être compréhensible dans le milieu de l'industrie notamment, il est préférable d'utiliser la traduction objet connecté intelligent. Alors Excuse-moi, pourquoi? Alexandre, est-ce que Oui, tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ou rapprocher alors ton micro de... bientôt il sera dans ma bouche. Bon, donc je vais essayer de parler plus fort. Donc la meilleure traduction, c'est plutôt objet connecté intelligent. Alors pourquoi? Parce que derrière le mot intelligent se cache le fait que les objets intègrent un processeur et un programme. Et derrière le mot connecté, vous avez la notion de protocole de communication et du fait que l'objet puisse communiquer avec son environnement. La traduction Internet des objets est une traduction qui est très générique et qui n'est pas explicite en soi. Et la traduction objet connecté sans fil, bon, ça c'est à la maison, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on utilise d'habitude. Alors, pour faire une petite parenthèse historique sur ces objets connectés intelligents, et notamment dans le milieu de l'industrie, on peut dire qu'un des premiers objets intelligents qui a été installé dans l'industrie, c'est un automate programmable industriel. Et le tout premier automate programmable industriel a été créé en 1969 par une entreprise qui s'appelle Modicon. Et la référence de l'automate, c'est le 084. Et très rapidement, dans les années 70, puisqu'on avait des objets intelligents donc, qui brassaient un certain nombre d'informations, on s'est posé la question de les rendre communicants entre eux. Et donc, tout au long des années 70, on a travaillé sur les protocoles de communication entre ces objets, et notamment le premier modèle de communication qui est né s'appelait le modèle OSI, pour Open System Interaction, qui a été formalisé par un Français qui s'appelle Hubert Zimmermann, qui était le responsable et le secrétaire du groupe de travail de l'architecture informatique au sein de l'ISO, International Organization for Standardization. Et la première version du modèle OSI a été publiée en 1980, et la première norme a été publiée en 1984, et le numéro ISO 7498. Et à cette période-là, d'ailleurs, il y a une société qui s'est créée qui s'appelle OSIsoft et qui a développé une solution qui s'appelle PI, Plant Information, donc, qui a été créée en 1980. Et donc, on peut dire que les IoT sont connus dans le milieu industriel depuis le début des années 80. Deuxième mot, Artificial Intelligence. Donc, je laisse Guénel vous... Alors, je vais lancer le vote. Alors, quelle serait la traduction française de Artificial Intelligence? Intelligence artificielle, renseignement artificiel, oui. La meilleure, hein, selon moi. Et algorithme statistique. Bon, il manque la petite musique, mais on va faire comme si. Hein. Ça va très très vite là pour cette réponse. Super. Par contre, je vois il y en a qui hésitent, qui changent d'avis. Tant mieux. Parce qu'il y a un piège, évidemment. Je vois aussi que dans les questions et réponses, il y a des gens qui réagissent. Voilà, ça s'est stabilisé. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Très bien. Donc effectivement, aujourd'hui, on a tendance plutôt à utiliser le terme intelligence artificielle en traduction en français. Ceci étant, si on utilise, donc pour moi, la meilleure traduction reste renseignement artificiel. Alors pourquoi? Parce que si on utilise d'autres traductions du mot intelligence en anglais, notamment au travers, par exemple, si je prends deux exemples, je prends l'organisation qui s'appelle la CIA, la Central Intelligence Agency. En français, on va traduire ça par agence de renseignement. Si j'utilise un autre acronyme anglais qui est la BI, donc la Business Intelligence,
on va traduire ça en français par logiciel de renseignements commerciaux. Et donc, effectivement, le mot renseignement artificiel est beaucoup moins vendeur que intelligence artificielle, mais il exprime clairement mieux le concept qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de logiciel. Alors certes, il y a de l'intelligence qui est intégrée dans ces logiciels par les développeurs, mais il ne faut pas négliger non plus l'intelligence des personnes qui utilisent ces logiciels, et donc on parle bien de logiciel. Troisième mot, API. Alors, je vais le lancer. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Je lance le vote. Donc, quelle serait la traduction française de API ou API, Application Programming Interface? Automate programmable industriel, autorité publique indépendante ou interface applicative de programmation. Encore quelques secondes. Ah, là, c'est clivant, là. C'est étonnant. On sent qu'il vient d'un côté de la barrière ou de l'autre. Là, pour vous aider, je dirais il y a moins de pièges. Hein. C'est un petit Bon, c'est bon, je mets fin au vote. Ça s'est stabilisé. Et je vous partage les résultats. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais c'est intéressant de voir cette répartition parce que, et c'est ce que je voulais illustrer en utilisant cet exemple. Donc là, en l'occurrence, lorsque vous venez du monde de la technologie 4.0 et du monde de l'informatique, API, ça signifie interface applicative de programmation. Par contre, lorsque vous travaillez dans l'industrie et lorsque vous dites le mot API, votre interlocuteur comprend automatiquement, automate programmable industriel. Et donc, je vous laisse imaginer la discussion et le malentendu qui peut s'instaurer entre quelqu'un qui travaille, qui utilise ce mot-là et qui vient du monde IT et quelqu'un qui travaille dans le monde industriel. C'est vraiment là que c'est pour ça qu'en fait qu'on a fait ce quiz, c'est pour illustrer le fait que l'utilisation des acronymes et de mots, de jargon technique était quelque chose de particulièrement dangereux et qu'il fallait aujourd'hui, notamment avec les technologies 4.0, avoir une démarche beaucoup plus, on va dire, explicative pour que les parties se comprennent bien. Et je vais illustrer ça par ce petit graphique qui est le cycle de vie de la donnée. Et donc, du jargon technique, vous en avez à peu près partout, à tous les stades de ce cycle de vie de la donnée. Et bien souvent, ce jargon technique est utilisé par des experts techniques différents les uns des autres. Alors, dans l'industrie, ça fait très longtemps que nous maîtrisons et que nous utilisons, que nous gérons ce cycle de vie de la donnée. Et donc, lorsqu'on lance des projets, peu importe lesquels, généralement, on réunit dans nos équipes projets l'ensemble de ces experts techniques autour de la table. Et c'est vrai qu'à force de pratiquer, d'utiliser nos jargons techniques, finalement, on finit par les connaître entre nous. Donc, c'est comme ça, par exemple, qu'en maintenance, lorsqu'on travaille très longtemps dans un certain domaine d'activité ou sur un certain process de production, on finit par comprendre totalement le jargon technique des gens, des ingénieurs de production. Et je dirais que la réciproque est vraie. Alors là, pour les technologies 4.0, eh bien, le challenge de l'industrie, c'est de venir en fait intégrer ces nouvelles technologies avec leur jargon, avec leurs experts, et de gérer cette interface comme nous l'avons fait par le passé entre nous, donc entre nos différentes expertises dans la partie technique. Alors, les technologies 4.0 interviennent dans le cycle de vie de la donnée, aujourd'hui majoritairement entre la mesure, le stockage, l'analyse, et puis la partie commande, et notamment plutôt la partie visualisation des données.
il y a très peu de solutions sur la partie actionnée, c'est-à-dire pour refermer, en fait, pour agir directement sur le process. C'est bien dommage, mais si vous avez des exemples de techno qui interviennent directement aussi sur le process, n'hésitez pas. Ce petit graphique donc montre qu'il apparaît donc, de nouveaux spécialistes dans le cycle de vie de la donnée, notamment les spécialistes d'infrastructures de réseau informatique, lorsqu'on souhaite transmettre et stocker des informations, mais en dehors du périmètre des sites de production, et puis des spécialistes de type data scientist pour toute la partie algorithmie. Donc notre challenge, c'est d'intégrer ces nouvelles expertises. Et ce graphique a inspiré le titre de ce webinaire, puisque je disais que, puisque le titre, c'est Réconcilier la maintenance avec l'industrie 4.0. En fait, vous voyez que les technologies 4.0 sont en interface majoritairement avec des experts techniques de l'industrie, et que il est important que nous nous comprenions donc, et que j'aurais pu aussi, que la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les technologies 4.0 doivent aussi s'adresser correctement aux experts métiers aujourd'hui de l'industrie. Donc c'est notre challenge, pardon, et il faut y veiller. Donc une des premières bonnes pratiques, je dirais, c'est de réunir dans nos projets 4.0 absolument toutes les parties prenantes, tous les experts métiers, et de bien vérifier que tous ces experts se comprennent lorsqu'ils parlent technique. Alors maintenant que j'ai parlé des gens, des équipes, je vais parler d'argent, parce que c'est une composante importante des projets 4.0. Et pour m'aider à calculer, à vous expliquer comment est-ce qu'on calcule un retour sur investissement de projet 4.0, je vais utiliser ce graphique en marche d'escalier qui est très utilisé en maintenance. Ce graphique permet d'expliquer l'approche qu'on a du process de production. Et donc, ce qui est caché derrière ce graphique, en fait, c'est le process de production. Alors, ce graphique dit quoi? Il dit, et je vais rester dans le domaine de la maintenance, hein, et vous reconnaissez des termes normalisés en maintenance sur ce graphique, mais sur le principe, il peut aussi être utilisé sur la partie production, puisqu'on parle d'une approche. Donc, ce graphique dit quoi? Il dit que si je veux augmenter la disponibilité et la fiabilité de mon process de production et réduire les coûts de possession de ce process, eh bien, je vais me déplacer du côté droit de ce graphique. Et donc, inévitablement, je vais gravir les différentes marches d'escalier que vous voyez sur ce graphique. Donc, pour rester dans le domaine de la maintenance, je pars d'une approche corrective, donc j'attends l'apparition d'une panne ou d'un écart ou d'un défaut pour venir corriger. Ensuite, sur les 3 paliers qui suivent, donc le préventif systématique, conditionnel et prévisionnel, je vais rajouter une composante d'anticipation de la panne pour venir en fait anticiper les différents écarts. Et puis, lorsque je maîtrise parfaitement bien mon process, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une sécurisation des défauts ou des pannes en venant reconcevoir et donc modifier, améliorer, moderniser mon process de production. Ce que dit aussi ce graphique, c'est que on ne peut pas, c'est qu'il y a une organisation dédiée pour chacun de ces niveaux, chacun de ces types de maintenance, qui fait appel aussi à des outils méthodologiques d'analyse qui sont spécifiques à chacun de ces niveaux et qui utilisent des outils, alors matériels de mesure ou logiciels, qui sont aussi spécifiques à chacun de ces niveaux. Alors, comment est-ce qu'on calcule un retour sur investissement en industrie? Je vais prendre un exemple. Prenons un process qui a une performance de 90%. Alors, derrière le mot performance, vous pouvez utiliser un indicateur de disponibilité ou un indicateur de taux de rendement synthétique, peu importe. En fait, c'est votre mesure de performance de votre process de production.
Et j'obtiens ce résultat de 90% en utilisant une approche dite conditionnelle, ou une maintenance conditionnelle. C'est ce qui est utilisé par vos équipes aujourd'hui. Donc, de fait, dans l'industrie, généralement, on va tracer toutes les pertes qui existent sur ce process-là, et donc on va aussi les tracer et les classifier. Et donc là, avec une performance de 90%, on va identifier 10% de pertes qui vont être classifiées dans ce qu'on appelle un Pareto, qui n'est autre qu'un classement des différentes pertes, avec en premier rang de ces pertes, les pertes les plus importantes, en deuxième rang, et ainsi de suite. Donc après, les pertes sont décroissantes. Et du coup, lorsqu'on a ce classement des différentes pertes, généralement, on va travailler sur les principales pertes du système de production, donc les premières. Et si des approches, je dirais, conventionnelles, en utilisant des méthodologies conventionnelles, ne permettent pas d'éliminer et de sécuriser ces différentes pertes, eh bien, on peut imaginer utiliser une approche avec des technologies nouvelles comme celle du 4.0. Et donc, les premières pertes vont vous donner en fait le type de sujet, les projets que vous pourriez gérer en 4.0. Si ces 2 ou 3 premières pertes sur votre process vous conduisent à avoir 3% de gains potentiels, alors 3 à 5%, mais il faut rester humble dans la démarche, parce que après, si vous voulez, le nombre de sujets et de pertes sont de plus en plus petites, et donc il y a une multitude de sujets à traiter. Donc les premières pertes sont les plus importantes. Si elles vous conduisent à 3 ou 5% de gains potentiels, eh bien, le propriétaire, enfin l'exploitant de l'installation, lui, il sait convertir 1% de performance en euros. Et du coup, puisqu'il connaît sa durée de retour sur investissement, qui peut être de 1 an, qui peut être de 2 ans, ça dépend des règles qui sont propres à chaque industriel, il est capable d'affecter un budget au projet, à cette approche-là, au projet 4.0, et aussi un retour sur investissement. Et toutes ces explications, c'est pour partager avec vous ce premier retour d'expérience qui dit tout simplement que, avant de vous lancer dans les projets 4.0, il faut que vous définissiez clairement, en tant que propriétaire de l'installation, que producteur, que manufacturier, il faut que vous définissiez clairement votre stratégie 4.0 et votre projet. Et notamment en travaillant les 3 composantes que vous voyez là, c'est-à-dire les équipes, en réunissant dans vos équipes projets tous les experts métiers du cycle de vie de la donnée, en identifiant donc les projets que vous allez traiter, et notamment en travaillant sur le Pareto des pertes. Et puis, une fois que vous avez identifié ces projets, généralement, vous êtes capable de donner un budget et un retour sur investissement. Une fois que vous avez défini votre stratégie, vous pouvez commencer à consulter autour de vous pour venir identifier des prestataires qui vont vous permettre de résoudre et de répondre à vos projets 4.0 et de résoudre les problématiques de sécurisation de ces pertes-là. Et le deuxième retour d'expérience que je voudrais partager avec vous, il est sur la démarche à utiliser pour gérer les projets 4.0. Notre expérience nous a montré qu'il était plus pertinent aujourd'hui d'utiliser une démarche pas à pas, de changement continu, plutôt qu'une démarche brutale. Alors, en maintenance, il y a 20 ans, ce n'étaient pas les mots anglais qui étaient de mise, c'était plutôt des mots japonais. Et c'est pour ça que dans le titre, vous voyez apparaître Kaizen et Kakaku, qui veut dire tout simplement changement pas à pas ou changement brutal. Et le changement pas à pas a un véritable avantage et une véritable logique que je vous explique au travers de ce graphique. En fait, il s'agit de gérer la maturité des parties prenantes des projets 4.0. Du côté industriel, il est clair que les experts métiers connaissent parfaitement bien leur process de production. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre eux connaissent
toutes les techniques et toutes les technologies du 4.0, mais par contre, ils n'ont pas forcément l'expérience de ces techniques et de ces technologies, et donc ils n'en connaissent pas les limites. Et donc, en termes de maturité, on ne peut pas dire que cette maturité est optimale. Et du côté technologie 4.0, prestataires de services de ce type de technologie, ben, ils maîtrisent parfaitement bien leur technologie, mais par contre, ils ne connaissent absolument pas le process du client. Et donc, la bonne pratique, selon nous, c'est de commencer avec un premier projet. Donc, typiquement, la première pile de votre Pareto, les pertes les plus importantes. Lancer un appel d'offres, identifier des partenaires, vérifier que ce groupe de travail fonctionne correctement, que les gens se comprennent, qu'il n'y a pas de boîte noire qui reste au point de partie, et puis continuer éventuellement par un deuxième projet, la deuxième pile du Pareto, et ainsi de suite, jusqu'à être certain d'avoir constitué le noyau dur de l'équipe projet, de l'équipe qui va mener à bien ces projets 4.0, et donc de se lancer dans des partenariats. Et ensuite seulement, on est capable d'intégrer d'autres fournisseurs de services 4.0 petit à petit pour venir créer en fait un écosystème autour du process de production et pouvoir modifier finalement la conception de ce process de production en injectant de la technologie 4.0. C'est pour ça que j'utilise le terme évolution ou même révolution, parce que clairement, les technologies 4.0 sont très différentes des technologies standards aujourd'hui. Donc, c'est la fin de la première partie, donc d'autres expériences. Je vais en profiter, excusez-moi. Excuse-moi Alexandre, juste pour rappeler aux participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions. Comme là, c'est un bloc important. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra avec grand plaisir à la fin aux dernières minutes du webinaire. Voilà, merci. C'était juste ça. Tu peux reprendre. Tout à fait. Donc, je vois qu'il n'y a que 5 questions. Mais bon. Fin de première partie, donc constituer, formaliser sa stratégie 4.0 et puis commencer à travailler pas à pas sur ces projets-là, progressivement pour constituer son écosystème. Il y a 5 ans maintenant, lorsqu'on a formalisé la stratégie 4.0 de la marque Actemium, et notamment pour les activités de maintenance, on a identifié 4 technologies qui nous paraissaient fondamentales. C'est la réalité augmentée, la maintenance prévisionnelle, les outils de mobilité et l'Internet des objets. Et aujourd'hui, je ne parlerai donc que de l'Internet des objets, puisque c'est notre fil rouge, c'est notre fil directeur pour cette conférence. Et je vais essayer de vous donner une idée, on va dire, de l'intérêt et de l'apport de l'Internet des objets dans le milieu industriel. Alors, le premier intérêt de l'Internet des objets, et des objets connectés intelligents, c'est leur capacité à communiquer sans fil. Alors, je vais expliquer pourquoi. Il y a quelques années de cela, cette fonctionnalité-là n'existait pas. Et lorsqu'on était dans un service maintenance et qu'on avait une idée d'amélioration, on devait la tester généralement, on devait collecter de la donnée pour vérifier nos hypothèses. Et ces tests étaient extrêmement chers parce qu'on était obligé d'utiliser du filaire déjà, donc de modifier les schémas électriques de nos installations, de modifier les programmes de tomates, de modifier les programmes de supervision. Et puis, ça coûtait tout aussi cher que de redémonter l'ensemble une fois qu'on avait terminé notre phase d'investigation. Donc finalement, généralement, on ne faisait pas ce type de modification parce que le retour d'investissement n'était pas là. Ça ne rentrait pas dans notre budget. On utilisait des approches un peu plus méthodologiques pour résoudre nos problèmes de perte. Aujourd'hui, avec l'IoT, on a la chance de pouvoir créer des installations totalement en parallèle du process de production et sans le toucher, ce qui est aussi un avantage, puisqu'il faut imaginer que ces process de production continuent à produire. Donc, des systèmes totalement en parallèle qui nous permettent tout de même de collecter de la donnée, de l'analyser et de vérifier nos hypothèses. Donc ça, c'est un apport extrêmement intéressant de l'Internet des objets.
Le second avantage, c'est d'avoir une intelligence locale. Donc, il faut comprendre un processeur qui permet de calculer localement et parfois de faire des calculs tout à fait chronophages en temps de calcul et éviter finalement de faire ces calculs dans l'infrastructure existante que sont les automates qui gèrent l'installation de production. Et puis, de pouvoir reprogrammer ces différents objets pour venir adapter en fait leurs fonctions en fonction de la problématique, et surtout en fonction de l'avancée de notre compréhension des phénomènes que l'on souhaite sécuriser. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est aussi tout à fait intéressante pour, vis-à-vis de l'Internet des objets, et notamment parce que il y a plusieurs années de cela, dans l'industrie, nous avons conceptualisé le principe du machine to machine, c'est-à-dire d'équipements qui sont, on va dire, capables de communiquer avec leur environnement et qui sont aussi reprogrammables en fonction du lieu de production. Donc l'idée et l'apport des technologies du machine to machine était de dire j'investis dans un équipement que je vais utiliser sur une ligne de production pendant une certaine année, quelques années, et puis le jour où cette ligne de production s'arrête, je vais pouvoir déplacer cet équipement, le reconfigurer, mais sur une autre ligne de production pour continuer à l'utiliser et finalement réduire aussi le nombre d'investissements que je fais sur ce type d'équipement. Donc, on est avec l'Internet des objets dans ce concept-là. Alors, les différents exemples dont je voulais vous parler ce matin, c'était notamment pour vous montrer les différentes contraintes de nos clients aujourd'hui sur l'Internet des objets et les spécifications et les cahiers des charges. Donc, premier projet, il s'agit d'une télérelève automatisée des consommations de gaz sur un site chimique. Dans le cahier des charges de notre client, il y avait à traiter la problématique de latex, donc des atmosphères explosives. Donc ça, c'est une problématique qui est très matérielle et on trouve aujourd'hui des fournisseurs d'IoT ATEX. Deuxième spécification, c'était de ne pas sortir les données en dehors du site. C'est une demande qui est très très fréquente dans l'industrie. Troisième contrainte, et celle-là est probablement la plus intéressante de ce projet-là, et illustre mieux aujourd'hui l'idée commune, on va dire, de l'industrie, c'était d'intégrer ces nouvelles données, mais dans un système de gestion existant, et de ne pas utiliser de nouveaux logiciels ou une nouvelle plateforme. Donc, en l'occurrence ici, l'idée, c'était d'intégrer ces données dans une GTC, une gestion technique centralisée existante, qui est un logiciel Siemens, un PCS7, et de ne pas rajouter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce logiciel était existant sur le site et il est connu et utilisé par l'exploitant et la maintenance. Et enfin, dernière contrainte, c'était de fournir une étude de couverture IoT. C'est très important parce qu'en fait, sur les sites industriels, vous avez beaucoup d'infrastructures qui viennent perturber la transmission des signaux. Vous avez aussi des perturbations électromagnétiques. Et donc, fournir cette étude et implanter correctement les récepteurs IoT est quelque chose de très important. Donc là, en l'occurrence, vous devinez sur la photo la taille du site et il suffit d'implanter 2 récepteurs pour collecter l'ensemble des informations de consommation de gaz. Deuxième projet, c'est de créer un système de gestion d'énergie sur un site, dans une raffinerie au Portugal. Et donc, on va retrouver dans les contraintes clients l'idée de venir s'interfacer avec l'existant. Et donc là, pour les spécialistes de maintenance, quand vous reconnaîtrez que c'est du matériel Schneider qui était en fait préexistant sur le site et qui contenait déjà beaucoup d'informations. Donc sur ce projet-là, sur cette raffinerie-là, il y avait environ 64 000 variables à collecter.
Et donc, on retrouve ici l'idée de venir s'interfacer avec l'existant. Une deuxième était sur la partie transmission hertzienne, et notamment sur la partie encryptage de l'information, ce qui nous a conduit à créer nos propres IoT, donc on appelait Yukon et Ugest, pour répondre en fait aux contraintes du client. Et enfin, ce projet collectait aussi l'énergie consommée pas seulement de cette raffinerie-là, mais d'un ensemble de sites de production au Portugal. Et donc, ça nous a conduit, et notre client nous demandait de maîtriser de bout en bout l'information, c'est-à-dire de ne pas placer cette information-là n'importe où dans le cloud. Et finalement, on a créé notre propre plateforme logicielle de gestion de l'énergie et qui permet de collecter toutes ces informations-là sur nos serveurs, en fait, Athenium au Portugal. Alors, troisième cas d'usage, c'est la Global Box. Alors, je vous ai, au début de la présentation, j'ai parlé des automates comme étant probablement les premiers objets intelligents et connectés qui ont été installés dans l'industrie. Et bien là, nous avons reproduit, nous avons réutilisé ce concept-là chez Actemium. On a pris un joli coffret métallique, on y a mis un automate, on a doté cet automate de modules de communication, donc en 4G, en Wi-Fi, mais aussi en filaire. On a écrit un programme qui permet à l'utilisateur de venir connecter relativement facilement et simplement tout un tas de capteurs de nature différente, alors en filaire ou sans fil, donc des capteurs de vibration, de température, de débit. Et finalement, on a créé une jolie boîte qu'on appelle un IoT. Alors, c'est en termes d'application et de cas d'usage, ce boîtier électrique nous permet de venir très rapidement instrumenter des machines pour venir tester nos hypothèses de modification, donc surveillance de machines, de convoyeurs, de tours, etc. etc. Mais le cas d'usage de la surveillance d'équipement est très intéressant, et notamment celui des ponts roulants. Généralement, sur les sites de production, les ponts roulants sont des équipements qui ne sont pas supervisés. Et on n'a strictement aucune information sur un pont roulant une fois qu'il est en panne. Donc du coup, avec cette Global Box, on peut l'installer donc sur un pont roulant et collecter et transmettre sur notre plateforme digitale toutes les informations et les historiser et faciliter ensuite l'analyse du dépannage, puisque on a transformé finalement ce pont roulant en un objet de l'Internet, un IoT. Oui, Alexandre, Oui. excuse-moi, je te coupe juste pour tous nos auditeurs, rappeler qu'ils peuvent poser des questions de façon anonyme également, hein, s'ils ont des doutes sur la... Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même de façon anonyme. De toute façon, quand on posera les questions, on ne citera pas qui pose la question. Voilà, c'est juste une petite précision. Dernier de réalisation, un sujet d'actualité. Au tout début du confinement, alors en France et puis plus généralement en Europe, nous avons été très sollicités par nos différents clients, alors notamment sur des solutions plutôt d'outils de mobilité pour permettre en fait des interventions à distance via ce qu'on appelle l'expert déporté, c'est-à-dire des gens qui viennent aider au dépannage, mais qui sont des experts qui sont chez eux, hein, confinés. Et puis, on a aussi été sollicité en Suisse sur une thématique d'aide à la distanciation sociale des intervenants sur les chantiers, puisque la vie industrielle a continué. Et puisque chez Actemium, nous disposons des compétences de conception en électronique, on a développé en très peu de temps
un IoT spécifique qui permet de prévenir un intervenant, un ouvrier, un technicien, de la proximité d'un de ses collègues à moins de 2 mètres, puisque c'est la distance en Suisse. Et on l'a fait en partenariat avec Uptown Basel. Alors, ce projet, c'est un projet qui est très récent. Il continue à évoluer et notamment, peut-être que nous allons y adjoindre une partie logicielle qui permettra aussi de tracer les différents contacts des personnes et des intervenants sur les chantiers. En guise de conclusion, je voulais faire un rappel des ambitions des programmes 4.0, parce que vous allez voir qu'ils sont aussi d'actualité. Et je vous montre là un comparatif qui a été fait sur un ensemble de programmes dans certains pays, des programmes qui ont été conçus entre 2012 et 2015. Et vous voyez par exemple que la première ligne, donc on retrouve dans ces programmes un certain nombre de thématiques qui sont communes. Et ce comparatif là en fait une synthèse. Vous voyez que la première ligne, relocaliser l'industrie via de nouveaux modèles, c'est une thématique dont vous avez entendu parler aussi avec l'épisode du Covid, mais c'est aussi une idée qui existait déjà en 2012-2015. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire qu'on est capable, grâce aux technologies numériques, de venir produire localement et de manière personnalisée des produits, mais avec des coûts très faibles, et notamment des coûts comparables à ceux de production en masse qui se font encore dans certains pays. Donc ce point-là est probablement le point le plus intéressant pour notre futur dans le milieu industriel en France et en Europe. Et c'est l'ambition notamment principale d'un de nos programmes, enfin de notre programme en France, de venir réindustrialiser notre pays. Pour les points 2, 3, 4, donc maintenir la valeur ajoutée, devenir le leader global en solution 4.0 et internationaliser à faible risque, vous comprenez que ces 3 points montrent que les technologies 4.0, c'est avant tout une guerre technologique. Et bien évidemment, comme dans toute guerre, il y aura des vainqueurs et des vaincus. Petite anecdote, vous voyez d'ailleurs que le programme français ne parle pas de ces 3 points. Pour le 5e point, améliorer le digital via les startups et les écosystèmes. Donc je vous ai expliqué sur un de mes slides pourquoi il était important de créer un écosystème autour d'un process de production pour pouvoir le transformer, l'améliorer et gagner quelques points de productivité. Donc c'est ce point-là qui apparaît ici sur cette 5e ligne. Augmenter la satisfaction au travail des employés, c'est un point qui est aussi très intéressant parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne sont pas forcément intéressés par le secteur industriel, et ces technologies nouvelles, 4.0, peuvent nous permettre effectivement de venir faire un parallèle entre le monde classique, on va dire, que l'on connaît quand on est chez nous, et puis le monde du travail. Et enfin, améliorer la durabilité et l'image de l'industrie. Vous avez vu sur les 2 premiers exemples de projets que je vous ai montrés que l'industrie s'évertue à maîtriser son impact énergétique sur son environnement. C'est très important, c'est une vraie ambition pour l'industrie, et elle est aussi incluse dans notre programme et dans notre vision française. Pour terminer, un dernier petit point, notamment pour faire une synthèse de ces différentes ambitions des programmes 4.0, je dirais pensez grand, commencez simple, mais commencez. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si par hasard on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà. Je cède la parole à Guénaël.
de ces questions. Je vais passer la parole du coup à Olivier, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Vas-y, je t'en prie, Olivier. Oui, je vais reprendre la vidéo. Merci beaucoup, Alexander, pour cette présentation très riche, en informations et en retour d'expérience. Nous avons plusieurs questions, effectivement, qui viennent qui sont tombées là au cours de ta présentation. Tout d'abord, première question, trop d'objets sans fil ne risque-t-il pas de créer des parasites et des champs magnétiques? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a un moment, je n'ai pas trop voulu insister sur ce point-là, mais il faut comprendre que la vision que l'on a des objets de l'Internet dans l'industrie, elle n'est pas sans fil. Elle est plutôt d'ailleurs filaire. En fait, on va utiliser la fonctionnalité du sans fil dans des phases transitoires pour venir confirmer des hypothèses, confirmer que l'ajout d'une mesure sur le processus est pertinente et qu'elle nous permet d'obtenir et de mieux piloter notre système de production. Mais une fois que nous avons confirmé cette hypothèse-là, il se trouve que sur les sites industriels, des fils, il y en a partout, des alimentations électriques, il y en a partout, des réseaux, il y en a vraiment partout. Donc le but, c'est de venir raccorder ces différents objets pour venir les intégrer de manière définitive dans l'installation et donc d'éviter d'utiliser le sans fil qui effectivement peut être perturbé par son environnement, qui est un point faible en termes de cybersécurité. Et donc, l'approche filaire est une approche et l'approche définitive, je dirais, de l'Internet des objets. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques cas d'application très spécifiques, et notamment quand vous avez de grandes distances à couvrir ou qui ne justifient pas totalement et pleinement l'utilisation du sans-fil. Donc, par exemple, si vous voulez instrumenter un pipe de transport de gaz ou de pétrole, on va là, très logiquement, si vous voulez réduire votre investissement, le sans-fil est tout à fait légitime. Là, on va traiter d'autres problématiques comme celle de la cybersécurité, de l'encryptage des données. Voilà. Mais donc, l'idée, c'est de venir, c'est d'utiliser plutôt la communication filaire dans l'industrie au final. Alors, je veux juste rajouter une petite chose. Il y a quand même des garde-fous en amont. Il y a quand même des tests de compatibilité électromagnétique déjà. Je parle au niveau de la captation qui permettent en fait de pouvoir éviter les parasitages. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place pour éviter cela. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Une question supplémentaire également. Quelle formation vous proposeriez pour interagir avec les systèmes IoT? Quelle formation alors, je sais que c'est pas très facile de répondre à la volée. Parfois, on ne comprend pas forcément très bien la question. Bon, je vais essayer de l'interpréter. Alors, quelle formation pour interagir avec les systèmes IoT? Je dirais que les experts métiers de toute la partie captation de l'information, vous les retrouvez chez les électriciens et les instrumentistes. Donc, très basiquement, il faut regarder en fait les formations qui sont dispensées à ce type de profil d'expert. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais que ce sera très compliqué de le vérifier, mais bon. Après, effectivement, la personne pourra directement te contacter par LinkedIn éventuellement si la question n'a pas été pleinement répondue. Une autre question là sur un point qui n'a visiblement pas été abordé au regard de cet auditeur qui nous parle de data de niveau 0. Voilà, qui n'est pas du tout abordé. Il semble que c'est une condition d'ordre principal pour réussir la mise en œuvre dans un environnement industriel existant. Est-ce que là-dessus, tu peux répondre? Alors, si j'interprète correctement la question,
et notamment sur ce qu'on appelle les data d'ordre zéro, c'est-à-dire les données brutes de mesure émises par les capteurs. Donc là, alors, il y a différentes façons de répondre à la question. Je vais utiliser, voilà, je vais vous donner deux réponses différentes en espérant répondre à la question. Donc, une approche vibratoire. Donc, la donnée d'ordre zéro, elle est sur la cellule de mesure du capteur vibratoire. Et effectivement, l'IoT intègre un processeur qui est capable de transformer l'information, de calculer des données complémentaires sur cette information. Et donc, aujourd'hui, c'est cette fonctionnalité-là qui est très intéressante, puisque ces objets vont être aussi reprogrammables et on va pouvoir adapter les algorithmes de transformation de ces données brutes directement dans les objets. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a un deuxième volet peut-être qui sont dans la question, qui sont les données brutes, alors émises de nos capteurs dans nos systèmes de collecte de données qui sont aujourd'hui dans l'industrie des automates. Donc la collecte de ces données brutes, données d'ordre zéro, bon, elle est plus ou moins bien faite, hein, suivant les industries. Mais je vous ai parlé à un moment d'une solution qui s'appelle OSIsoft PI. C'est une solution qui est extrêmement puissante. Elle collecte en temps réel les données qui sont collectées dans l'ensemble des automates et les archive et les historise sur un serveur qui peut être local, qui peut être dans le cloud. Enfin bon, il y a tout un tas d'architectures possibles. Et là, on a réellement l'ensemble des données des process en données brutes et qui nous permettent aujourd'hui de faire des analyses sur l'ensemble des informations qui sont générées par le process de production. Une question maintenant sur, je continue, donc, Oui, vas-y, Olivier. sur comment créer l'adhésion de personnes de maintenance qui valorisent souvent leurs activités à travers leur efficacité dans le dépannage et non dans la réalisation de tâches prévisionnelles. Comment on crée l'adhésion du personnel de maintenance? Alors, il y a une question et il y a aussi une remarque dans cette question. Le petit graphique en marche d'escalier que je vous ai montré, il est très intéressant. Et d'ailleurs, je me rends compte toujours que j'ai oublié de vous parler d'un point qui était très important, et c'est le pourquoi j'ai utilisé ce graphique. Et il faut comprendre que les équipes de maintenance dans l'industrie ne travaillent pas forcément toutes avec le même type d'approche, le même type de maintenance. Donc il y a des process industriels. Donc c'est souvent lié en fait au process par lui-même qui va vous conduire à un type de maintenance qui est optimal. Si par exemple vous avez une performance sur votre process de production de 99% et que vous utilisez une approche de type corrective uniquement, bah, il est clair que si par ailleurs le fournisseur de technologie 4.0 arrive et vous propose de faire de la maintenance prévisionnelle et donc d'utiliser une algorithmie statistique pour anticiper les pannes, ben, là, en fait, vous avez un vrai problème à gérer au niveau des équipes de maintenance parce que vos équipes de maintenance sont structurées et connaissent et maîtrisent parfaitement bien la maintenance corrective. Et par contre, vous allez vous leur proposer de réaliser des opérations de type maintenance prévisionnelle. Donc, vous avez plusieurs paliers et plusieurs étapes à franchir. Et j'ai dit dans ma présentation que chacun de ces types de maintenance conduisait à des organisations d'équipes différentes, à des méthodologies d'analyse différentes et à des outils différents. Et donc, vous ne pouvez pas demander à une équipe de maintenance de faire un grand écart d'un seul coup sur leur technique. Donc, pour créer une adhésion de l'équipe de maintenance, il faut d'abord bien identifier quelles sont les maintenances qui sont pratiquées sur le site et si votre solution est dans ce type d'approche, les équipes de maintenance n'auront aucun problème pour se l'approprier. Par contre, si vous franchissez une étape, enfin un palier,
et que vous parlez de big data, d'approche statistique, ben là, il y a un investissement qui doit être fait. Alors, en premier lieu par l'industriel, et ensuite, donc, ils auront tout à fait la possibilité de venir gérer ce type d'approche. Il y a des questions également de la curiosité par rapport à la solution de distanciation sociale. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans la description de cette solution et notamment sur le protocole ou la technologie utilisée? Alors, vous avez remarqué que sur mes slides de référence, vous avez en bas à droite un contact, un email de contact, et je sais que ces slides vont être fournis à tous les participants de cette conférence. Donc, je vous engage à prendre contact avec Nicolas Muller en Suisse par mail. Sinon, pour ne pas trahir de secret, on utilise une technologie Bluetooth. Voilà. Autre question également, on a parlé de pas mal de pays sur l'industrie 4.0. Qu'en est-il de l'Amérique latine et de l'Afrique, du continent africain? Où on en est? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Alors, moi, j'ai une vision qui est propre à notre groupe, au réseau Actemium. Et ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il y a certaines thématiques, enfin, je dirais la plupart d'ailleurs des thématiques des technologies 4.0 sont traitées dans tous les pays, en fait. Donc, dans notre groupe, on ne peut pas dire que on va plus regarder tout ce qui est IoT en Europe que en Amérique latine ou qu'en Afrique. En fait, ce sont nos équipes qui travaillent aussi dans ces pays-là. On échange entre nous sur ces différentes technologies. C'est mon travail que de leur présenter ces technologies et de les solliciter pour voir si les clients vont être intéressés. Donc oui, en Amérique latine, notamment au Brésil, nous avons des Actemium qui travaillent là-bas, et on a été sollicités sur tout un tas de technos, notamment tout ce qui est outils de mobilité, donc digitalisation des opérations de maintenance, donc utiliser des tablettes plutôt que du papier, ce qui est le cas aussi sur des plateformes pétrolières en Afrique. Et du coup, lorsqu'on déploie ce type de technologie localement, eh bien, on forme aussi les gens, nos équipes localement. Et puis, quelque part, nos clients voient les technos qu'on utilise et sont intéressés. Et finalement, ces technologies 4.0 se diffusent petit à petit partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui sont plus demandeurs de technologie, d'industrie, de maintenance 4.0? Oui, il y a une vraie différence suivant les segments d'activité. Et cette différence, moi, je l'explique notamment par le process par lui-même. Donc, je vous ai dit, hein, parfois, il existe des process de production, des process industriels qui ont des performances qui sont déjà hallucinantes, mais par conception. Donc, lorsque vous avez 99,7% de disponibilité sur une installation, bah, c'est déjà énorme. Et donc, gagner les 0,3%, ça n'a pas forcément de sens. Et lorsque vous regardez les techniques utilisées, les types de maintenance utilisés sur ces process de production, vous apercevez qu'on est sur une approche de type préventif systématique ou conditionnel, et ça suffit largement. Et donc, ce type de process ne va pas solliciter les technologies 4.0. Alors, comme exemple, un des exemples, par exemple, ce sont tout ce qui est tous les process de logistique. Et ça se comprend parce que les convoyeurs à bande, ce sont des technos qui sont très maîtrisés d'un point de vue conceptuel. Les convoyeurs, ce sont des équipements qui sont très fiables. Et donc, voilà, ce sont des secteurs qui ne sollicitent pas énormément les technologies 4.0. Par contre, il y a d'autres secteurs qui sont totalement prêts à intégrer ces différentes techniques 4.0, qui sont aujourd'hui d'ailleurs principalement axés sur la partie prévisionnelle.
notamment de par toute la mise en œuvre d'algorithmes statistiques et d'extrapolation des données. Donc, et ces secteurs industriels travaillent déjà avec un type de maintenance de type prévisionnel. Donc, eux, ils sont prêts, ils comprennent les notions, ils savent les gérer. Et donc, ils sont tout à fait prêts à intégrer ce type de techno. Et quels sont-ils, si on peut prendre quelques exemples de secteurs? Donc, on a aujourd'hui ce type d'approche dans les industries de la chimie, dans les industries de l'oil and gas, dans les industries aérospatiales, de l'armement. Voilà, il y a un certain nombre d'industriels qui sont totalement, qui ont déjà d'ailleurs bâti leur stratégie 4.0, qui ont commencé à travailler sur ce type de technologie, dans les transports. Ok. Juste deux dernières questions. On n'a pas beaucoup parlé de digital twins, donc de jumeaux numériques. Quelle est leur place dans la maintenance? Alors, donc on n'en a pas parlé parce que le fil directeur, c'était les IoT. Bien sûr. Le digital twin est un concept qui va plutôt se décliner dans la partie maintenance prévisionnelle, donc dans la rubrique maintenance prévisionnelle. Le digital twin en soi aujourd'hui est moins. Alors, on va plutôt privilégier des approches, on va dire, un petit peu plus standards sur la maintenance prévisionnelle. Donc, l'analyse et la compréhension des séries temporelles, ça c'est la première approche. On est plutôt sur une vision d'ailleurs de type une approche conditionnelle. Ensuite, on va utiliser en deuxième rang plutôt des algorithmes d'extrapolation, donc des algorithmes statistiques pour synthétiser des modèles statistiques. Et le digital twin va arriver juste après, en fait, dans l'ordre. Et aujourd'hui, je dirais qu'on en parle beaucoup moins dans l'industrie que dans tout ce qui est smart city, enfin tout ce qui est bâtiment et gestion des bâtiments que dans l'industrie. Alors ça se comprend aussi parce que si vous avez la conception d'un site neuf, là, éventuellement, vous pouvez mettre en œuvre du digital twin. Mais la plupart des sites industriels sont existants et donc ils n'ont pas intégré dès le départ ce type d'approche et donc on manque de toutes les données initiales, c'est-à-dire les plans 3D de toutes les installations. Voilà. C'est pour ça que ça ne prend que très progressivement. Une question assez rapide. Quel est ton avis sur l'arrivée de la Wi-Fi 6 et de la 5G industrielle? C'est clairement une vraie. Enfin, il y a vraiment une thématique derrière pour l'industrie. C'est clair. On est enfin, c'est évident. D'accord. D'autres questions viennent de s'ajouter. Alors, il y en a une, je vais la lire. Donc, bonjour, je comprends très bien les outils pour acquérir les données, consommation, vibration, etc. Avec toutes ces informations, comment faites-vous pour mettre en place une maintenance prévisionnelle? Avez-vous une base de données sur laquelle s'appuyer, enfin, sur laquelle s'appuient les algorithmes? Alors oui, alors pour répondre à cette dernière question, évidemment, ce sont toutes les données que nous collectons qui constituent la base de données. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre? Je vais prendre l'exemple du projet de gestion de l'énergie dans la raffinerie qu'on a eu au Portugal. Une des spécifications de notre client était de venir anticiper les interventions de maintenance sur tous les équipements les plus consommateurs en énergie. Donc, ce sont des pompes, ce sont des gros moteurs, on va dire. Et là, en fait, on a utilisé des modèles fournis par les fabricants des différents équipements pour venir en fait ajuster au mieux le temps de fonctionnement de ces machines-là par rapport aux courbes théoriques. Et si on s'en écarte de trop, donc du coup on est capable de détecter
un début de dysfonctionnement et de venir intervenir. C'est une des approches. Après, il y a évidemment une mise en œuvre de toutes les algorithmies statistiques qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées dans toute la partie donc renseignement artificiel. Et nous les utilisons aussi, voilà, pour venir extrapoler en fait les tendances, les données que l'on mesure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. De toute façon, on a la liste et s'il y a des choses sur lesquelles on va revenir, on reviendra. Mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. On a dépassé un tout petit peu, mais je vois quand même que l'ensemble des participants est resté. Donc, merci à vous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. N'oubliez pas que voilà, vous pouvez prendre contact avec nous. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Donc, je vois beaucoup de merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Je tenais juste avant de préciser que voilà, il y a encore de la place pour 2 webinaires et donc je suis à la recherche d'intervenants. Donc si vous avez une expertise particulière ou des choses à dire sur une techno ou sur une méthodologie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vais en profiter aussi pour vous remercier Alexandre et Olivier d'avoir joué le jeu et voilà d'avoir partagé vos connaissances et votre vision sur l'industrie 4.0. J'espère qu'il y aura d'autres événements de ce genre parce que ça fait un plaisir de le faire avec vous deux. Merci à toi, merci beaucoup à toi. Voilà, bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.